quand tu veux, tu peux le faire. C'est parfait. Alors, bonjour Douglas Hofstetter, merci d'avoir accepté cette interview pour Le Risque. Et merci d'être venu en France aussi. Oui, c'est un plaisir pour moi. C'est toujours un plaisir. C'est parfait. Alors, moi, je voulais déjà partir, vous poser quelques questions à partir des idées que vous exposez dans Victim of the Brain. C'est un film déjà assez ancien, mais qu'on aime beaucoup, et d'ailleurs, on en fait la promotion au Risque. Et donc, la première question, c'est moi, personnellement, je joue toujours aussi mal du piano. Vous pensez qu'on est toujours victime de notre cerveau ? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai dit à cette époque-là. Oui, il n'y a pas de libre arbitre, il y a beaucoup de désirs dans nos cerveaux et ces désirs peuvent être en conflit, il peut y avoir beaucoup de compétition entre nos désirs, mais c'est une sorte de bataille et c'est comme dans le cas de n'importe quelle bataille, il y a toujours un vainqueur et un perdant, mais ça n'a rien à voir avec le libre arbitre, ce qui gagne et qui perd, c'est une conséquence de la force des deux côtés, des deux équipes, des deux armées. Et parfois, un désir peut être, en fonction du contexte, de la situation, un désir peut être plus fort que l'autre. Et une autre fois, dans une bataille entre les mêmes désirs, l'autre peut gagner, mais ce n'est pas parce qu'il y a un libre arbitre, c'est parce que le contexte a changé les deux armées. Et maintenant, une des deux armées, ou bien que le temps, métaphoriquement, il y a une tempête, il pleut, ou quelque chose comme ça. Alors, une des forces est moins forte qu'avant, mais non, il n'y a pas de place dans mon monde à moi pour le libre arbitre. Il n'y a que, oui, on est toujours victime de son propre cerveau. Malheureusement pour moi, donc je ne deviendrai pas un grand pianiste, je le crains. C'est très intéressant, et je pense que si vous avez des désirs qui sont très très forts, ça peut vous mener quelque part. C'est-à-dire, vous avez raison, moi non plus, je ne deviendrai jamais grand pianiste à cause de... il y a beaucoup comment dirais-je, beaucoup de manque, de déficit dans mon corps et dans mon cerveau. Il est vrai, mais je suppose que je suis devenu meilleur pianiste que je ne serais devenu que si je n'avais pas d'intérêt. À force comment dirais-je, de la puissance d'un désir, on peut devenir quelque chose, on peut s'approcher de ces désirs. Oui. Et actuellement, on peut quasiment, enfin presque, voir avec les techniques d'imagerie ce qui se passe dans le cerveau quasiment en temps réel. Vous pensez qu'on va trouver la niche du chien dont vous parlez dans Victim of the Brain, la place du chien dans le cerveau? Vous voulez dire, quand vous parlez de la niche du chien, vous voulez dire le concept? Oui, le chien. concept. La niche, la place, c'est oui, j'ai employé une métaphore. Oui, mais je pensais que vous faisiez une sorte de jeu de mots. Oui, la niche du chien. C'est une niche, en fait. Oui, la niche du chien. Oui, je ne suis pas sûr. Ce que je voudrais dire, c'est que j'espère que non. J'espère qu'on va trouver que l'organisation du cerveau est trop compliquée pour que les méthodes actuelles puissent nous révéler tous les secrets, parce que ce serait pour moi une énorme déception de savoir que ce qui se passe dans mon cerveau, c'est tellement simple quand on utilise les nouvelles technologies que tout devient clair. Ce serait triste pour moi. Oui, ce serait assez triste, effectivement. Et je sais que vous n'aimez pas tellement les ordinateurs, vous le dites assez souvent. Le mien, il pleure toujours pas, vous pensez que c'est normal? Est-ce qu'il rit de temps en temps? Je pense qu'il se moque de moi. Oui, alors quand est-ce qu'un ordinateur va pleurer ou rire? C'est quand il aura une vie, quand il aura une âme, quand il aura une histoire, quand il aura un jeu, un moi. Et pour ça, il faut qu'il puisse mémoriser, qu'il puisse vivre des expériences et puis
les stocker en mémoire et de façon très abstraite, comme par exemple quand j'étais petit et j'adorais les exposants, et puis j'ai été déçu par mon père quand il a parlé des indices. L'analogie entre les indices et les exposants n'était pas vraiment une bonne analogie, et mon père m'a déçu. Alors ça, c'était il y a 40 ans, et j'ai stocké en mémoire cette expérience il y a très très longtemps. Ben, maintenant, ça fait 50 ans. Et je dirais que quand un ordinateur aura la possibilité de stocker en mémoire toutes ces expériences de façon très abstraite pour qu'elles puissent être évoquées par d'autres expériences ultérieures, oui, alors à ce point-là, je pense, peut-être que l'ordinateur pourra être triste ou être heureux. Alors justement, peut-être qu'on va changer la phrase célèbre de Descartes. À la suite de votre livre, vous publiez un nouveau livre qui s'appelle I'm a Strange Loop, je suis une boucle étrange. Peut-être qu'un jour on va dire je boucle étrangement, donc je suis. Ah. Et justement, et vous le disiez dans Victim of the Brain, qu'éventuellement ça pouvait s'appliquer à n'importe quel à un être humain, mais aussi éventuellement, pourquoi pas, à un ordinateur ou à n'importe quel objet. Oui. Est-ce que justement on pourra avoir ce genre de choses? Je boucle étrangement, donc j'existe, je suis. Ben, pour moi, ce serait un énoncé correct, mais je dois dire que qu'est-ce que c'est que boucler étrangement? On peut, c'est pour décoder, déchiffrer le contenu, la signification d'une telle expression, c'est assez compliqué. Alors je ne pense pas que ça deviendra très très courant. Mais je dois dire aussi que je cite Descartes dans un des chapitres du livre parce que je crois que ce qu'il a dit, c'est juste, c'est-à-dire exister, avoir une conscience, être un être conscient, ça revient à penser. Ça revient à penser, pour moi. Et peut-être une dernière question pour terminer, c'est pour vous, en fait, la présence d'une personne à l'intérieur du cerveau d'une autre personne, c'est une boucle étrange. Vous êtes présent dans beaucoup plus de cerveaux que d'autres, puisque tout le monde vous a lu, vos travaux sont très connus. Vous pensez que cette boucle étrange va durer beaucoup plus longtemps que les autres, qu'elle va se reproduire? Ben, j'ai dit dans le livre que, par exemple, Chopin, la boucle étrange de Chopin, ou l'âme de Chopin, si on veut, a duré très longtemps et va survivre, mais c'est à cause des émotions qui se trouvent dans la musique de Chopin. Je ne sais pas si ce que j'écris est vraiment... Là où il y a des émotions, je pense que ça représente mon âme, ma boucle étrange. Là où j'écris sur des idées intellectuelles, où je propose des théories, je ne sais pas si c'est vraiment très proche du centre de mon âme. Alors dans ce sens-là, peut-être... Ils peuvent provoquer des émotions. Oui, absolument. Et je sais que dans le livre I'm a Strange Loop, il y a beaucoup de choses qui ont à voir avec les émotions, surtout dans le 16e chapitre où je parle de ma femme et de sa mort, etc. etc. Alors je suis d'accord que peut-être là, ça peut survivre. Voilà, c'était ma dernière question. Je vous remercie beaucoup, oui. Douglas Hofstetter, et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.